Mes amis de VAE, en particulier les DEC et les DSCJ VAE, pour lesquels j'ai souhaité, mes amis, vous rencontrer ce dimanche matin pour faire le point. On va tout de suite balayer le livret A du DSCG, qui est un livret A relativement facile à mettre en place. C'est un petit CV, je dirais, amélioré, pour lequel je reste à votre disposition pour le remplir avec vous. Mais je considère que ce livret A est vraiment d'une simplicité dérisoire. Est-ce que l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous qui prépare le DSCG aurait une question à poser sur ce livret A? Moi, je considère qu'avant, je dirais, votre attestation sur l'honneur, comme quoi que vous avez précisé toutes les données sans richerie, j'aimerais que nous fassions un petit paragraphe pour compléter un peu votre dossier UV1 et le confirmer rapidement. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, mes amis DSCG. Le reste sera identique au DSCG et au DEC, mais par ordre de priorité et par ordre de difficulté les moins importantes, c'est le livret 1 du DSCG que je voulais évoquer avec vous, pour dire que je peux le compléter par un paragraphe juste au-dessus de l'attestation sur l'honneur si cela n'a pas été fait. En ce qui concerne l'envoi, pour nos amis étrangers doivent savoir que ça ne s'envoie pas au siècle, ça s'envoie à l'académie qui est celle qui vous a été affectée au niveau du pays. Si vous allez sur le site du siècle DSCG, vous allez avoir pour les amis étrangers la liste des académies rattachées à chacun des pays les plus fréquemment, je dirais, présents pour le DSCG. Si vous avez un problème, bien, vous m'envoyez un mail à francis.tison@outlook.com et je vous enverrai le détail des pays et des rectorats attachés. Pour nos amis d'outre-mer ou nos amis de la métropole qui travaillent sur le territoire français, il n'y a aucun problème. Ils doivent s'inscrire pour le DSCG livret 1 sur le site de leur académie. Ça, c'est clair, net et précis. Je laisse la parole à ceux qui, aujourd'hui, envisagent à la fois, et ça c'est formidable, de préparer la même année le DSCG, et c'est tout à fait possible, pour ceux qui n'ont pas le diplôme officiel, de passer le DSCG VAE, sachant que après le 31 mai, nous avons un certain nombre de mois pour remplir le livret 2 qui doit être déposé au cours de la période limite qui est le 31 août 2025. Il est vrai que vous pouvez l'envoyer avant, mais vous aurez les instructions après votre validation du livret 1, vous aurez les instructions pour envoyer votre livret 2 à l'endroit prévu. Ce livret 2, pour ceux qui préparent les UV1 à 7, je ferai et je renverrai les vidéos, mais je referai les commentaires à la fin de chaque UV avec vous entre le 1er juin et, vous savez bien, le 31 août. Il me faut à peu près 20 minutes par UV, et donc si vous prenez des rendez-vous à plusieurs reprises, j'aurai l'occasion avec vous, compte tenu de vos activités et de la discussion que nous aurions tous les deux UV par UV, pour vous aider à remplir la page commentaire de chaque UV, qui est, d'après mes amis, déterminant. Je rappelle que je serai probablement dans le jury des SCG VAE de mon Académie des Hauts-de-France, et j'aurai, bien sûr, beaucoup plus d'informations à vous communiquer. Voilà mes précisions pour le DSCG dans l'ordre chronologique, dans l'ordre des difficultés les moins importantes pour le 31 mai prochain. Je rappelle que je reste entièrement à votre disposition par courriel et également, bien sûr, par Skype ou le nouveau, je dirais,
moyen de correspondre, et notre amie Aurélie, qui est une passionnée de l'autre moyen qui va être mis en place dans quelques heures, eh bien, Nathalie nous fera tout à l'heure un petit exposé pour mieux utiliser le nouveau service qui va remplacer Skype dans les délais les plus brefs. Je voudrais maintenant parler pour mes deux groupes et rappeler l'importance exceptionnelle du livret 2 et de rappeler qu'un livret 2 n'est pas un fourre-tout. Un livret 2 doit être organisé pour montrer justement votre aptitude à présenter un dossier avec toutes les techniques modernes d'aujourd'hui qui sont déjà relativement bien en phase avec, je dirais, leur utilisation, c'est les liens hypertextes. Je vous rappelle que contrairement à certains dossiers qui m'ont été envoyés avec d'autres formateurs, j'étais pas surpris du tout que ces candidats qui m'ont sollicité avec les dossiers de l'année 2024, voire de 2023, quand j'ai vu le fourre-tout que ça représentait, je me suis mis à la place de l'examinateur. Mais je me suis dit, comment voulez-vous qu'il puisse appréhender ce candidat dans les meilleures conditions? Il est évident que je vais insister sur des points forts maintenant, et le travail que je vais proposer maintenant, c'est le même pour mes deux groupes. Je le répète, c'est le même. C'est-à-dire que nous allons faire plusieurs dossiers pour répondre aux exigences du livret 2 des deux examens. Le premier dossier, qui n'a pas de numéro, je m'excuse de répéter, mais je vais insister sur certains points importants à la suite, c'est le dossier sommaire du candidat Francis Tison, DEC VAE 2025. Vous faites la même chose, sommaire du candidat, votre nom, DEC VAE 2025. Vous avez donné un titre à ce sommaire. Dans le sommaire, vous allez y mettre tous les dossiers avec des numéros qu'on va mettre à la suite, mais séparés, sur notre clé USB. Nous allons mettre les dossiers séparés. Le premier dossier, c'est tout simple. C'est votre CV style VAE, dans lequel vous devez faire ressortir vos expériences professionnelles, en particulier, qui seront détaillées ultérieurement, mais dans ce site CV, dossier 1, CV du candidat, vous devez faire ressortir vos expériences professionnelles et les années d'exercice pour symboliser, et si bien sûr votre cursus académique, il y en a qui n'ont pas à rougir de leur cursus académique, hein, loin s'en faut. Et aussi vos différents loisirs que vous pouvez, les loisirs, c'est forcément des loisirs intéressants comme le sport, la musique ou la danse, qui sont des choses qui correspondent à des divertissements qui permettent d'améliorer votre bien-être, mais aussi démontrer que vous êtes passionné du développement personnel et du bien-être dans la vie, que vous suivez des séminaires sur la sophrologie, sur un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'arriver à un certain équilibre. Il faut considérer que vous devez raisonner comme en 2025, où on parle beaucoup de bien-être, sachant que la société est complètement fissurée actuellement depuis plusieurs années, et qu'en France, avec tout ce qui se passe autour d'elle et sur le plan politique, tout ne va pas très bien, la situation économique est relativement inquiétante. Tout ça, bien sûr, est important. Il y a des gens qui veulent se mettre avec nous. Est-ce que YG, bonjour Monsieur Tison, c'est YG. YG, est-ce que ce Monsieur YG qui veut, c'est un nouveau là, qui veut venir vers moi, mais j'arrive pas moi. Si je le prends, je vous fous en l'air. Alors, moi, j'aimerais savoir si Cédric ne peut pas récupérer ce YG et lui envoyer un message. Merci Cédric d'avance.
Alors, je reviens, dossier 1, votre CV, qu'on va travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, je veux que chacune et chacun, DSCG, DEC, prennent des rendez-vous pour faire le livret 2. Et l'attestation qui sera prête ne sera remise à votre attention que lorsque j'aurai validé le livret 2. Tous les rendez-vous qui ne sont pas pris, c'est dommage. Mais demain soir, exceptionnellement, je le dis, je le répéterai, demain soir, j'ai une urgence qui m'oblige. Et puis mardi matin, je fais ce qu'on appelle un bilan de santé avec, vous savez, un service exceptionnel. Donc, je suis contrarié, pas contrarié, mais je suis content de faire un bilan de santé. Mon épouse aussi, pour avoir, je dirais, le moyen de récupérer et de me sentir en forme pour les semaines et les mois à venir. Je ne dis pas les années, ça dépend du bon Dieu. Alors, je reviens maintenant sur le dossier 2. Le dossier 2, c'est simple, les amis, c'est le renvoi de votre recevabilité. Recevabilité du livret A et non le livret A. C'est la recevabilité. Dossier 2, que vous allez, dans votre sommaire, mettre avec un lien hypertexte. C'est-à-dire que le jury qui va aller dans ce sommaire, vous allez lui indiquer, on le fera ensemble, qu'il y a des liens hypertextes qui permettent directement d'aller sur le dossier 1, sur le dossier 2, etc. C'est ça. Plus vous facilitez l'examen de votre examinateur, plus vous êtes favorablement validé. Et ne l'oubliez pas, c'est tout à fait simple. Le troisième dossier, c'est vos expériences professionnelles. Mais pour le remplir bien, cette expérience professionnelle, il y a des choses toutes simples que nous allons travailler ensemble. Ces choses toutes simples que nous allons travailler, c'est de regarder les exigences de l'UV1, de l'UV2, voire de l'UV3. Mais pour l'UV3, on le verra de manière plus précise. Mais vous regardez quelques exigences qui sont rappelées surtout dans l'UV2 et dans l'UV1 et vous accompagnez vos expériences professionnelles et en face, vous mettez les acquis qui correspondent aux exigences des UV1 et du UV2 que vous pensez avoir pu acquérir durant cette période. Plus vous avancez dans l'évolution de votre carrière professionnelle, plus les missions à forte valeur ajoutée qui correspondent à celles du commissaire et de l'expert sont votre quotidien et vous rapprochent de ce diplôme expert comptable, voire CAC. Moi, je répète, pour un candidat DSCG qui passe le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, compte tenu des épreuves, compte tenu qu'il compose sans documentation, que ce candidat mérite également l'équivalence du diplôme d'expertise comptable. Je le dis haut et fort parce que mes amis qui sont avec moi aujourd'hui ont pu mesurer la qualité, la difficulté, la précision, le côté professionnel des épreuves de ce certificat d'aptitude. Vous avez les candidats DEC traditionnels et c'est un argument pour vous. Vous avez toute la documentation pour composer la révision légale et contractuelle. Mais nous, quand on a travaillé en VAE, on n'avait pas forcément devant le client l'obligation d'avoir la documentation. Bien sûr, dans notre vraie vie d'expert comptable futur ou de commissaire aux comptes futur, on a toute la doc, mais encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient. Mais nous, en tant que VAE, nous l'avons utilisé à bon escient. Pourquoi nous l'avons utilisé à bon escient? Parce que les clients nous l'ont dit, parce que les partenaires experts comptables diplômés, les partenaires commissaires aux comptes en activité, les partenaires notaires, les partenaires avocats, fiscalistes, nous l'ont dit, nous l'ont écrit. Donc nous, on est capable
de rivaliser largement avec les DEC traditionnels. Et les DEC traditionnels, pour être reçus, il faut la moitié des points qu'on demande. Si vous avez 10 à chaque UV, vous êtes expert comptable. Mais est-ce que vous connaissez tout? Mais non! Est-ce qu'on peut donc demander au DEC VAE de tout connaître? C'est absolument dingue. Ce n'est pas possible. Malheureusement, il y a des examinateurs qui ne comprennent pas cela et qui doivent juger un candidat par rapport aux acquis qui doivent représenter la moitié au moins de chaque UV. Mais il y en a qui sont avec l'idée que le candidat VAE, il doit tout connaître. Est-ce qu'eux-mêmes connaissent tout? Moi, je connais aucun expert comptable diplômé qui fait partie, je dirais, des jurys, qui a eu 20 sur 20 à chaque épreuve. Non, ça veut donc dire que même les jurys ne connaissent pas tout et on ne peut pas demander au DEC ou au DSCG VAE de tout connaître. C'est une imbécilité. Et c'est là où il faut que nous travaillions. C'est pourquoi la présentation de nos expériences professionnelles doit être alimentée par les exigences des UV et des acquis que nous avons pu acquérir au travers de ces expériences. J'aurai l'occasion d'y revenir avec chacun et chacune durant ce mois de mai. Je mettrai tout le paquet pour ça. C'est pour ça que je commence à 7h30 et je terminerai à 10h30 et je récupérerai à 16h à part lundi soir et mardi matin, mais je récupère à 16h jusqu'à 20h et s'il n'y a pas assez de rendez-vous, j'en prendrai d'autres. Je veux que vous puissiez gagner et c'est ça. Donc c'est ça. Il y a des gens qui m'appellent encore là, qui ont été appelés tout à l'heure et c'est ça qui est embêtant. Ils sont appelés, ils ne répondent pas tout de suite et après ils n'arrêtent pas, mais c'est ça que je ne comprends pas. Eugène, Jonas, Kindo, Marc, c'est pas des gens, Mylène, Nathalie, voilà, Oumar, Pasteur, Raymond, Rip, voilà. Bon, je reviens avec tous ces gens-là qui m'appellent avec retard alors que je leur ai envoyé encore des courriels pour le dire que ça commençait à 10h, bon c'est pas grave. Alors je reviens sur un certain nombre d'entre vous pour dire que c'est le dossier numéro le dossier numéro 3. Je demande à ceux qui ont ouvert le micro de ne pas ouvrir. On attend des gens derrière et c'est pas très agréable pour moi et pour vous. Donc en conséquence, merci de fermer vos micros, à moins que vous vouliez lever la main pour demander. Alors je répète, je suis en train d'évoquer la façon de présenter notre livret de DSCG ou DEC, c'est les mêmes scénarios. J'étais en train de parler du sommaire, avec sommaire du dossier du candidat Monsieur Tison Francis des Hauts-de-France, DEC VAE 2025. Voilà le titre du sommaire. Dossier 1, je rappelle, c'est l'extrait de votre validation du livret 1. Le dossier 3, c'est... Ah, j'ai oublié, je me suis trompé. Le dossier 1, avec toutes mes excuses, le dossier 1, c'est votre CV. Le dossier 2, c'est votre attestation de livret 1. Je me suis trompé, j'ai oublié le dossier 3, c'est le livret 2, mais non rempli. C'est le livret 2 rempli, mais d'une manière tout à fait sommaire, parce que le livret 2 va être complété avec des liens hypertextes par des annexes, des attestations, des vidéos que l'on va mettre ultérieurement. Ça, c'est quand même relativement important de dire que le livret 2 ne sera pas rempli comme malheureusement les candidats que j'évoquais tout à l'heure, qui ont tout rempli en un seul dossier autour du livret 2 du DEC ou du DSCG, ont été balayés, la plupart d'entre eux, par l'absence, je dirais, d'organisation. Tandis que nous sommes bien organisés pour le livret 2, car je répète, et je salue l'arrivée de mon ami aimé, j'ai bien dit mon ami aimé, mais vous êtes tous mes amis. Il y a des amis qui sont en panne de versement et pour lesquels j'ai menacé de les supprimer, ils sont dans le groupe. Hein. Mais je suis gentil. C'est peut-être la dernière fois que je les prends. Hein.
je vous le dis, parce que moi, je ne peux plus attendre sans arrêt, sans arrêt. Bon, bref, cette parenthèse étant faite, je reviens pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et il y a des gens qui essayent, à Cédric, de nous rejoindre, des nouveaux, là, que j'arrive pas à mettre, et ça m'agace un peu, quoi. Je vois que c'est Y, je sais plus quoi, là. Si tu pouvais le récupérer, ce serait forcément hyper intéressant. C'est ce monsieur qui a éventuellement, je dirais, fait ce message hier, là, qui veut nous rejoindre et qui malheureusement n'arrive pas. Parce que je ne peux pas le prendre. Si je répète, si je le prends, eh bien, mais je n'ai pas son nom et je vais mettre Y, on ne sait jamais si ça peut arriver, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Donc, c'est pas, je n'arrive pas à retrouver, voilà, à retrouver sur le Skype. C'est notre ami qui nous parle. Alors, je reviens pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je parlais donc d'un dossier, je m'excuse de répéter, mais il faut que ça soit bien clair. Et puis, j'aurai l'occasion de vous revoir chacun votre tour. Pardon, je suis en train de bégayer, je ne sais pas pourquoi. Donc, chacun votre tour, j'aurai l'occasion de valider votre livret 2 et de vous envoyer l'attestation dès sa validation par mes soins. Alors, je répète, sommaire, vous mettez le nom, candidat Francis Tison, DEC VAE 2025, des Hauts-de-France. Ou alors, vous mettez Tartampion, Raymond Varlet, DEC VAE, Côte d'Ivoire, etc., etc. Vous mettez un nom à votre sommaire. Vous l'appelez sommaire. À l'intérieur du sommaire, vous allez rappeler tous les dossiers que l'on va développer. Donc, on va faire éclater le livret 2 en plusieurs dossiers et non pas en faire qu'un seul avec un vrai labyrinthe pour les examinateurs qui ont envoyé paître ces candidats. Forcément. Et la plupart, c'est à cause de ça. Alors maintenant, le dossier 1, je répète, c'est la validation de votre... Pardon, le dossier 1, c'est votre CV à la VAE, en faisant ressortir la plupart de vos expériences professionnelles et vos loisirs, en parlant de développement personnel, de tout ce que vous pouvez faire, sport, danse et tout ce qui est loisirs qui permet d'avoir un bien-être, de rechercher le bien-être. Donc, CV numéro 1, dossier 1. Dossier 2, c'est la validation du livret 1. Dossier 3, c'est le livret 2 dans sa structure globale, mais non détaillée, puisque grâce à des liens hypertextes, on va pouvoir, pour le livret 2, renvoyer le livret 2 sur les dossiers qui auront été mis en œuvre, je dirais, au cours de notre travail. Donc, nous sommes arrivés au dossier 3, qui est le livret 2 dans sa structure générale. Le dossier 4, j'en ai parlé voici quelques minutes, donc vous allez pouvoir me réécouter, c'est le dossier expérience professionnelle. 3, c'est pas la peine d'en mettre 25, hein. 3 c'est suffisant, les trois plus importantes, en particulier les 3 dernières, et vous commencez toujours par l'expérience actuelle et vous descendez, c'est-à-dire la plus récente vers la plus ancienne. Mais vous ne devez pas présenter vos expériences professionnelles d'une manière rapide en disant j'ai travaillé chez M. Tartampion de 2008 à 2014. Non, vous devez mettre en face la nature du cabinet traditionnel, audit ou entreprise, et vous devez chercher d'une manière intelligente les référentiels UV1, UV2, UV3, c'est-à-dire les exigences des référentiels UV1, UV2 qui sont nécessaires à avoir accompli pour pouvoir valider votre VAE. Donc, en conséquence, pour améliorer votre présentation expérience professionnelle, vous devez conjuguer les exigences des UV1 et UV2 bien précisées dans les pages des référentiels et le mettre en face ce que vous avez pu acquérir au fur et à mesure de tout cela. Et vous devez faire ressortir que vos expériences ont généré des valeurs ajoutées semblables à celles qu'on attend d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. Plus vous avancez dans votre travail au niveau de l'ancienneté, c'est-à-dire qu'actuellement, le jury doit avoir la conviction
que le candidat qu'il a en face de lui est un candidat ou une candidate qui a des fonctions qui ressemblent totalement à celles de l'expert ou du commissaire aux comptes. Peut-être avec une dominante pour la plupart d'entre vous, expertise en particulier, c'est 90%, et 10% avec une dominante qui n'est pas négligeable, commissaire aux comptes. Je rappelle, si vous avez une faiblesse pour le commissariat aux comptes, vous faites comme certains deux choses. Vous suivez avec un intérêt évident et vous le mettez en évidence dans vos dossiers par la suite, que vous suivez régulièrement les webinaires proposés par la CNCC, Service Formation. Mieux encore, aussi bien pour les DSCG que pour les DEC, vous auriez intérêt, si votre cabinet le permet, d'accompagner de manière plus évidente durant cette période un commissaire aux comptes avec une attestation comme quoi vous l'avez accompagné au moins une cinquantaine d'heures, si c'est possible, hein, ou alors pour ceux qui n'ont pas de commissariat à l'intérieur de leur entreprise, de solliciter un confrère commissaire de proximité, soit un confrère traditionnel ou un confrère de grand groupe, qui ouvre leurs portes, comme Mazars, comme KPMG, comme bien d'autres grands groupes que nous connaissons, qui ont ouvert les portes à certaines personnes, comme Justine, qui a bénéficié de Mazars et de commissaires aux comptes traditionnels, et qui, grâce à ça, après 2-3 tentatives, a pu valider au moins une UV et se retrouve aujourd'hui dans la position d'une candidate qui a fait tous les examens que Francis a donnés depuis le mois de février. Elle a tout fait et elle a fait ses examens blancs pour l'instant, les 2 premiers que j'ai corrigés, avec des moyennes largement au-dessus de 10. Et mieux encore, elle a validé son 4A du premier coup sur un sujet concernant le choix fiscal, en gros, de l'entreprise individuelle depuis la décision du 14 février 2022, date facile à retenir, vous le savez, pour les amoureux, c'est la date de la Saint-Valentin. Alors tout ça pour dire que cette dame, pour laquelle j'ai une grande admiration et beaucoup de respect, c'est une dame qui n'a pas le DCG. Je vous laisse découvrir qu'elle n'a pas non plus le DSCG. Mais grâce à son acharnement, grâce à tout ce qu'elle fait, elle a grimpé, vous imaginez à quel niveau elle en est aujourd'hui par sa détermination, sa motivation, son courage. Eh bien, c'est un exemple qu'un nombre important d'entre vous, parce qu'il y en a qui sont vite découragés, hein. Il y en a qui ont passé l'an dernier le DEC VAE 2024, ils ont été soi-disant maltraités comme 90% des candidats, donc vous n'êtes pas exceptionnel, et qui ont décidé d'abandonner. Alors là, ces gens-là, pour moi, c'est des gens qui manquent quelque chose chez eux. Cette motivation, l'échec, pour moi, c'est un entraînement, ça a toujours été un entraînement. Vous savez, dans ma vie, j'ai connu des échecs aussi, hein, mais je ne me suis jamais découragé. J'ai toujours voulu montrer que j'étais meilleur que ce que les gens disaient à un moment donné. J'ai jamais échoué à l'épreuve écrite. Mais comme j'étais trop à l'aise à l'épreuve orale, avec mes conférences, j'avais une certaine attitude qui pouvait déplaire, j'ai connu quelques échecs. Ça n'empêche pas que je me suis battu jusqu'au bout et j'ai gagné. Mais j'ai eu des échecs comme vous. Et l'échec, pour moi, c'était un entraînement. Par moments, je rentrais chez moi. J'avais quelquefois des gens qui étaient autour de moi, qui avaient passé le même examen, qui étaient plus jeunes et qui avaient réussi, alors que moi, je n'avais pas réussi parce que, justement, on me reprochait un certain nombre de choses. J'aurais pu faire comme certains en disant « Oh, moi, j'abandonne, je ne serais pas capable de… » Non, j'étais jusqu'au bout parce que moi, je ne savais pas ce que c'était que l'université. Moi, j'ai fait tout seul mes études. Eh bien, j'ai appris à faire des études en regardant les rapports des jurys, en regardant les conseils des jurys, et j'ai appliqué tous ces recommandations et conseils, et c'est pour ça que je suis arrivé à un moment donné à avoir des notes tellement fortes en écrit
que je pouvais me permettre, c'était arrivé pour ça, je pouvais me permettre d'être peut-être moins considéré à l'épreuve orale, mais que le total de points que j'ai obtenu grâce à des notes à l'écrit assez exceptionnelles, le total des points me permettait, malgré les réticences de certains qui n'aimaient pas mon aisance à l'oral, trop importante, eh bien, parce que vous savez, quand vous avez fait plusieurs centaines de conférences devant des auditeurs et que vous arrivez devant un jury, même si vous voulez avoir le respect et l'humilité, par moment, le naturel revient en galop et j'étais parti sur une démonstration qui n'avait pas l'air forcément de plaire à certains jurys. Mais ça, j'ai retenu ça comme une leçon et aujourd'hui, la leçon, elle est là, c'est que mes résultats aux examens sont nettement meilleurs que la moyenne nationale. C'est tout ce qui me fait plaisir et de dire que je continue de semer des moyens de réussir. Alors, je reviens sur l'expérience professionnelle. Il faut que vous la conjuguiez avec les exigences de votre exigences de vos UV1, UV2, voire UV3 pour montrer que vous avez pu acquérir au cours de ces expériences, parce qu'on a tous une expérience où on a commencé à prendre son boulot, hein, on n'avait pas du tout la conception de ce que c'était qu'un cabinet comptable. Nous avions un seul journal quand le prof faisait son cours sur le tableau, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'un seul journal. Quand on est arrivé au cabinet, on a vu qu'il y avait plusieurs journaux, qu'il y avait un système centralisateur. On en avait parlé, mais sans plus. Et là, la vie professionnelle nous a fait découvrir la réalité du cabinet. Et aujourd'hui, on est amené à faire des conseils de haute valeur ajoutée. Et c'est là où ces conseils sont rappelés dans les référentiels UV1, UV2, UV3. Et nous devons les associer à la partie expérience professionnelle divisée en plusieurs étapes que vous allez mettre dans le dossier 4, expérience professionnelle. Le dossier 5, alors là, c'est sur ce dossier qu'on appelle dossier référentiel, ce qu'on appelle les référentiels des 3 UV. La partie commune a été réalisée en janvier-février. Elle est présente grâce à Cédric qui va la distribuer encore tout à l'heure. Il va redistribuer tout à l'heure toutes les séances de préparation à l'UV 1, 2, 3 que nous avons réalisées pour remplir les parties communes des 3 référentiels. Ces parties communes sont des éléments que l'on peut aménager et que l'on peut agrémenter par des observations ou par des annexes qu'on va voir après, des attestations ou des vidéos ou des webinaires que nous avons suivis ou réalisés et qui correspondent à certaines lignes de ces référentiels UV1, UV2, UV3. Je rappelle que grâce aux vidéos que vous allez une nouvelle fois recevoir, grâce à ces vidéos, vous avez des textes qui vous ont été proposés par Francis. Mais ces textes doivent être complétés par des annexes que vous allez numéroter, que vous allez expliquer dans le sommaire. Vos annexes, comment vous allez les numéroter, AN1, ou AN2, AN3, ça c'est votre façon de voir. Et ensuite, il y aura aussi des attestations, pas en nombre incalculable, hein, attestations qu'on va découvrir après du commissaire. Je vous ai envoyé récemment le modèle d'attestation. Il y a même des amis qui ont des modèles tout faits d'attestation de confrères, experts ou commissaires, de notaires, d'avocats, voire de clients qui respecteront le RGPD. Donc, les référentiels seront complétés par des liens hypertextes avec un dossier qu'on va voir après, les annexes et, bien sûr, les attestations. Ces liens hypertextes auront comme appellation, je viens de vous le dire, AN1, AN2, AN3, qui sont des annexes. Et il y aura également les attestations que vous allez
présenter dans le sommaire comment vous les avez organisés. Vous direz les annexes avec des AN1, AN2, AN3, les attestations qui seront présentées avec AT1, AT2, AT3. Voilà pour permettre aux examinateurs de bien comprendre votre sommaire et d'aller vers les liens hypertextes, etc., qu'on va découvrir. Donc, je suis au dossier 5, et le dossier 5, c'est lui qui va me prendre le plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est lui pour lesquels, avec les DEC et les DSCG, pour l'instant, c'est le même cheminement, je rappelle, je vais remplir chacun des commentaires. J'ai commencé à le faire et à l'agréer avec Aurélie, avec Fanny, avec Cédric, et j'attends bien sûr le reste de la troupe pour remplir avec vous les commentaires de chaque UV pour le DEC comme pour le DSCG. Une page pour le DSCG maximum par UV et une page et demie, 2 pages a priori pour chaque UV du DEC qui doit apporter des arguments forts parce que par expérience d'amis qui sont dans le jury VAE, la plupart des gens qui font partie de ces jurys regardent principalement les commentaires que vous associez à chaque référentiel. Donc le dossier 5 comme le dossier 4 seront déterminants pour l'examen de la VAE. Le dossier 6, ce sont les annexes. Alors, les annexes, c'est quoi? Alors, les annexes, elles peuvent, avec la numérotation AN1, AN2, etc., elles peuvent se retrouver à la fois pour l'UV1, elles peuvent se retrouver à la fois pour l'UV2, à travers plusieurs endroits, elles peuvent se retrouver également pour l'UV3, elles peuvent se retrouver pour nos amis des SCG dans l'UV1, dans l'UV4, dans l'UV3 et dans l'UV5. Voilà pour vous dire qu'une annexe n'a pas qu'une seule destination pour confirmer le remplissage des exigences de vos référentiels. Elles peuvent se retrouver à plusieurs endroits dans votre référentiel. Grâce au lien hypertexte, le jury va tout de suite aller chercher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une annexe? Une annexe, je vais vous en donner en pagaille. C'est d'abord un dossier avec la règle du RGPD que vous considérez comme forte valeur ajoutée. C'est par exemple une annexe qui est la présentation d'un apport partiel. Ça peut être également le changement de statut juridique d'une société que vous avez réalisée vous-même. Ça peut être également le problème de l'épargne salariale que vous avez mis en place dans un groupe TPE ou dans une PME. Ça peut être l'examen de conformité fiscale. Ça peut être une formation que vous avez organisée vous-même avec un numéro vidéo AN1, AN2, AN3, que vous mettez à la fois dans l'UV3, bien sûr, mais vous pouvez mettre également, parce que vous avez animé une partie sur la loi de finances 2025 ou 2024, que vous avez mis. C'est également, bien sûr, une étude documentaire qui va être forcément associée à l'UV3, mais qui se trouve dans les annexes, mais qui peut se trouver dans le dossier 8 qu'on va voir après. Donc je suis actuellement au dossier 6, qui sont les annexes. Les annexes, ça peut être aussi éventuellement une formation que vous avez suivie, avec le détail de la formation. Ça peut être également un contrôle fiscal que vous avez vécu en tant qu'assistant l'entreprise et vous l'avez gagné. Donc ça, vous prenez le rappel de la notification finale qui amène à un non-redressement. Tout ce qui peut constituer une annexe qui représente une activité professionnelle mérite son nom annexe. Ça, c'est très important. Donc, soyez vigilants
pour respecter le RGPD, qui est une recommandation européenne et non pas française depuis le mois de mai 2018. C'est une recommandation qui découle de l'Europe, qui n'est pas présente chez nos amis africains, qui doivent, bien sûr, eux, l'appliquer puisqu'ils passent un examen en France. Donc, n'oubliez pas que nos amis africains doivent adopter, chose qu'ils n'ont pas l'habitude, adopter, bien sûr, les règles du pays dans lequel ils ont choisi de se présenter. Ensuite, il y a, je laisserai la place aux questions après, ensuite il y a le dossier 7, c'est les attestations. Les attestations, c'est quoi? C'est celles de gens qui valorisent la profession, qui mieux qu'un expert comptable, qui mieux qu'un commissaire aux comptes, peut valider votre travail. Il est évident que je vous ai remis des modèles d'attestation que je peux vous renvoyer si là est nécessaire, et je demande à Cédric, s'il a conservé les modèles d'attestation, de penser à les joindre également à cette vidéo que nous sommes en train de mettre en place et qui devrait permettre à certains d'entre vous de pouvoir utiliser ces attestations modèles que j'ai trouvées, bien sûr, sur ChatGPT. Mais là, je paye très cher mon ChatGPT, mais il est vrai qu'il correspond très bien à mes recommandations, plus que les ChatGPT gratuits qui sont toujours d'ordre général et qui ne répondent pas précisément à ce dont j'ai besoin. Je voudrais rappeler que 6 attestations au total sont largement suffisantes. On ne cherche pas le volume, on cherche la qualité. Et moi, j'aime bien vous rappeler qu'un dossier DEC-VAE, ce n'est pas forcément du volume, comme certains qui ont fait 1000 pages en DEC-VAE. Vous imaginez l'examinateur qui va recevoir votre livret 2 entre le 15 juin et le 15 juillet. Vous croyez qu'il va être content de recevoir un dossier avec 1000 pages? Non. S'il a un dossier bien structuré, comme celui que nous sommes en train de lui présenter, avec des liens hypertextes permettant de relier les sommaires d'abord avec les dossiers, et à l'intérieur des dossiers, de pouvoir nourrir, par exemple, pour l'expérience professionnelle, vous pouvez nourrir, pour bien symboliser, vous pouvez la nourrir, cette expérience professionnelle, d'une annexe que vous avez réalisée avec une forte valeur ajoutée, dans la partie qui correspond à l'entreprise que vous avez décrite. Ça, ce serait formidable si vous aviez une annexe à présenter en réalité que vous avez réalisée durant la période où vous étiez dans telle ou telle entreprise. Et si vous avez 3 dossiers relations professionnelles avec 3 cas que vous avez pu résoudre durant ce passage, vous marquez des points. C'est pas le volume, c'est se dire je fais preuve d'empathie, je me mets à la place de l'examinateur. Moi, je vais vous dire une chose aussi. Quand je corrigeais l'épreuve UV2, quand j'avais une copie à 14 pages, j'étais content. Et bien souvent, elle était bien construite. Mais quand je voyais des copies de 36 pages, vous croyez que j'étais content? Mais non. Je vous dirais franchement qu'il y avait beaucoup de hors-sujet et que les notes les meilleures n'étaient pas les 36 pages. Au contraire, je me souviens d'avoir mis des 2 et des 3 à des gars qui avaient dépassé 30 pages. Il avait recopié textuellement. Forcément, c'est facile. Vous mettez votre grand-mère le 13 mai et vous lui dites, mamie, je te donne mes manteaux comptables et tu vois un petit peu si ça se rapproche et tu recopies. Mais mamie va recopier les pages, elle va arriver à 30 pages. Mais c'est pas ça qu'on attend. On attend de la concision, de la précision. Je rappelle une dernière fois, pour ceux qui passeraient, mais pas le cas de mes auditeurs qui sont là avec moi ce matin, c'est que pour l'UV2, je rappelle 3/5 de page par point, je rappelle 12 minutes par point, et je rappelle de faire un sommaire. Si vous
avec les dossiers qui vous sont présentés. Si vous respectez ça, vous avez déjà plus de 10% d'approche positive de l'examinateur ou du correcteur. Ne l'oubliez jamais. Plus vous écrivez bien, plus vous parlez bien, plus vous êtes déterminant, plus vous ne récitez pas, plus vous êtes convaincant par des tonalités qu'on va apprendre entre le mois de juin et le mois d'octobre pour nos amis DEC et jusqu'au mois de novembre pour mes amis DSCG. On va apprendre nos exposés. Et nos exposés, c'est pas une morne plane. Non, une morne pleine, pardon. C'est quelque chose de vivant, avec des intonations. Madame, monsieur, je suis très heureux aujourd'hui d'être devant vous pour vous présenter mon dossier de DEC VAE. Je suis Francis Tison, je viens des Hauts-de-France. J'aimerais d'abord vous rappeler rapidement mon cursus académique. J'ai obtenu les examens principaux menant à l'expertise comptable, c'est-à-dire j'ai obtenu le DCG, ensuite j'ai obtenu par la VAE le DSCG et depuis quelques années, eu égard à l'évolution de ma famille et de mes responsabilités, je n'ai pas pu faire mon stage normalement et je suis devant vous puisque j'ai 25 années d'expérience. Aujourd'hui, je suis le chef d'un cabinet. J'aimerais aussi vous rappeler rapidement mon cursus professionnel. J'ai connu 2 cabinets, l'un de 10 personnes où je suis resté de 1998 à 2010 et depuis 2010, je suis dans un cabinet qui frôle les 50 personnes où je suis chef de ce cabinet. On m'a délégué puisque les experts comptables ont plusieurs autres cabinets et ils m'ont délégué la responsabilité de ce cabinet. Il est vrai qu'aux yeux des clients, je passe pour un expert comptable, mais au fond de moi-même, cela ne me réjouit pas. C'est pour ça que je voudrais aborder le pourquoi de la VAE, pourquoi j'ai choisi la VAE. J'ai choisi la VAE, je viens de vous l'expliquer indirectement, par le fait que j'accomplis depuis de nombreuses années le rôle complet d'un expert comptable. J'ai la chance aussi d'avoir à l'intérieur de ce cabinet un commissaire aux comptes qui, depuis 2020, me sollicite pour l'accompagner. Donc, j'ai à peu près une centaine d'heures par an d'accompagnement du commissaire aux comptes. Ça, c'est le pourquoi, numéro 1, de pourquoi j'ai choisi la VAE. Deuxièmement, je considère que la compétence est plus importante à mes yeux que la connaissance. Et ça, c'est quand même des arguments qui me sont, je dirais, démontrés tous les jours. Nous avons embauché récemment, c'est-à-dire vers l'an 2015, un candidat, c'est pas récemment, en 2015, ça fait déjà 10 ans, qui avait 3 doctorats. Et ce candidat a été donc amené à mettre en place le service juridique de notre cabinet, du moins celui dans lequel je suis considéré comme le responsable. Ça a été une véritable catastrophe. Il a fait des erreurs monumentales. Ça prouve donc qu'avoir trop de connaissances, c'est mettre ce collaborateur au niveau, dans l'embarras, parce qu'il n'a pas les réflexes d'un candidat qui vit l'expérience. Parce que dans l'expérience, on a rencontré des échecs. Mais les échecs, finalement, dans notre expérience, on ne les déclare pas à tout le monde, mais ça nous sert d'entraînement. Et grâce à toute cette compétence marquée par des échecs, mais aussi par de grandes victoires, aujourd'hui, on retient devant vous nos victoires. Donc, c'est pour ça que j'ai une certaine appétence pour la compétence et c'est pourquoi, en grande partie, je suis là. Troisième argument, c'est la volonté à la fois des hommes politiques de favoriser l'examen en France de la VAE. Et je crois qu'on a besoin, dans beaucoup de secteurs, en dehors de l'expertise comptable, de nombreuses autres personnes qualifiées. Eh bien, au lieu d'aller se qualifier à travers des connaissances académiques qui sont nécessaires, mais pas suffisantes, il faut apporter la praticité. Et je crois que demain, plus il y aura de candidats VAE, et je voudrais prendre des exemples qui sont
relativement formidables. C'est les exemples de tous les, je dirais, les reconnaissances que l'on donne à la cuisine. Ceux qui sont reconnus comme des chefs, qui ont cette possibilité de porter cette chaîne tricolore comme meilleur ouvrier de France, c'est le meilleur témoignage de la VAE. N'oubliez pas, par exemple, que les plus grands chefs qui ont 3 étoiles n'ont pas passé de diplôme. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'expérience qui leur ont permis d'être meilleurs ouvriers de France et qui ensuite leur ont permis d'aller certainement plus vite pour améliorer leur restauration et devenir aujourd'hui des étoilés avec le maximum d'étoiles. Et c'est là où l'expérience de la VAE est la plus convaincante. Alors, dans mon dossier, je me suis permis, madame, monsieur, je ne vais pas rentrer dans le détail, de vous donner un sommaire et de vous expliquer tout le processus à l'intérieur du sommaire et des liens hypertextes que j'ai pu vous permettre de mettre en place pour aller chercher toutes les informations. En effet, j'ai voulu insister, et j'y reviendrai si vous le souhaitez à travers de nos échanges, sur nos expériences professionnelles et en particulier sur les référentiels, où j'ai apporté le maximum de précision, mais aussi j'ai commenté le mieux possible la réalité de mes activités dans chacune des UV que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. J'ai alimenté par des liens hypertextes 2 dossiers fondamentaux, les annexes et les attestations. Je vous ai réservé également un dossier 8 dans lequel vous trouvez des vidéos pour lesquelles je suis un modeste, je dirais, acteur ou un modeste participant, des vidéos dans lesquelles un extrait, je n'ai pas voulu vous embêter à vous présenter des vidéos de plusieurs heures, je vous ai donné quelques extraits de vidéos dans lesquelles on me voit intervenir dans une formation, des vidéos avec le respect du RGPD où j'explique à un client une technicité relativement importante et on voit le client qui m'écoute avec un intérêt évident et qui même a ajouté un élément écrit pour justifier toute la satisfaction qu'il éprouve depuis que je suis son dossier, et etc. J'ai aussi mis quelques vidéos de webinaires qui me paraissent intéressants également et qui confortent la qualité ou l'expérience. Mais j'aimerais insister, madame, monsieur, sur les dossiers de documentation technique que je vous ai remis. En effet, le jury, en 2022 et en 2023, a répété de manière, je dirais, très précise, que les candidats VAE n'avaient pas de mémoire à présenter, mais qu'ils devaient être capables de soumettre au jury des travaux susceptibles de rivaliser avec un mémoire. C'est pourquoi il y a 2 hypothèses à laquelle je vais vous répondre, ça c'est mon cours. Soit j'ai fait un dossier documentaire technique d'une seule traite, de 100 pages, car je rappelle que beaucoup de jurys avaient comme préoccupation, chose qui me paraît totalement dépassée, d'avoir la certitude que le candidat en phase 2 avait fait des études de plus de 100 pages. C'était donc volontairement un rappel de ma part sur la notion de 100 pages. Mais quand je dis documentaire technique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un documentaire technique n'est pas un mémoire, n'est pas un texte que vous avez forcément écrit sans copier quoi que ce soit. Vous avez le droit de copier parce que son nom, ce n'est pas un mémoire, c'est une étude documentaire. Elle doit être le fruit de nombreux articles avec une certaine cohérence dans la présentation de ces études documentaires. Vous avez donc une forme d'introduction à l'étude documentaire, vous avez un développement avec plusieurs parties d'articles qui sont liés les uns aux autres et une forme de conclusion synthétique qui symbolise
cet article documentaire. Alors, pour nos amis DEC, VAE, vous avez le choix, avec des articles qui ne doivent pas avoir, écoutez-moi, avoir été écrits, du moins dans la perception du jury, en 2025. Parce que le jury va croire que vous avez fait ces études documentaires uniquement dans le cadre de l'examen. Donc il faut démontrer au jury que vous avez fait ces études documentaires en 2023, en 2022 ou en 2024, parce que c'est des études que vous avez réalisées, non pas dans l'optique VAE examen, mais dans l'optique de satisfaire la direction du cabinet, soit vos collaborateurs, soit des clients particuliers. Donc il faut que vous datiez, même si ce n'est pas vrai, même si vous le faites actuellement, il faut dire au jury que ces études documentaires sont datées avant l'année 2025. Parce qu'il ne faut pas que le jury considère que vous racontez des bobards, que vous ne faites jamais ça pour vos clients, etc. Alors, il est évident que pour mes DEC VAE, il y a deux possibilités. Soit de faire 2 études documentaires de 50 pages pour satisfaire, je répète, une majorité de jury, ou alors de faire qu'une seule étude documentaire de 2023-2022 sur 100 pages avec une actuelle. Vous dites qu'elle avait commencé en 2022, mais vous l'actualisez assez récemment, mais vous dites aussi qu'il y a d'autres études documentaires et vous pouvez dans votre baratin donner d'autres études documentaires que vous n'avez pas osé présenter parce que cela aurait rempli d'une manière impressionnante votre livret 2, mais que vous avez fait d'autres études documentaires, vous cherchez des noms d'études documentaires qui pourraient dans votre exposé ou dans vos réponses aux questions alimenter et faire prendre conscience au jury que vous avez ce passage d'études documentaires, vous l'avez apprivoisé dans votre cabinet et vous le faites régulièrement. Pour nos amis des SCG, là, ils n'ont qu'une étude documentaire à faire de 50 pages. C'est-à-dire, quand je dis ce n'est pas un mémoire. Oui, ce n'est pas un mémoire. Mais il y a une... Merci pour ceux qui me disent au revoir et bonne journée. C'est normal, c'est l'heure de la messe, on doit partir. Et c'est tout à fait normal. Alors, je reviens, les amis, pour vous dire qu'il y a autre chose que vous devez faire, comme le fait si bien notre ami Cédric et notre amie Aurélie et notre amie Fanny. C'est de faire un résumé hebdomadaire à travers toutes les infos que je vous envoie. Actuel expert comptable, revue française de comptabilité, RF comptable, compta online et bien d'autres choses comme le SIC de l'Ordre des experts comptables et le magazine de la CNCC. Vous devez faire des résumés hebdomadaires de 5-6 pages que vous remettez, ça c'est mon scénario, chaque lundi soir au plus tard à vos collaborateurs, soit à l'ensemble du cabinet ou à votre groupe si vous n'êtes pas le chef du cabinet, mais le chef d'un groupe, et que vous présentez tous les mardis de manière orale pour faire le point avec vos collaborateurs, le mardi à 11h30. Et les 5e mardis du mois, ils ne sont pas très nombreux, ils sont de 3 à 2 selon les années, vous faites en plus un repas froid qui est commandé auprès d'un traiteur pour poursuivre le 5e mardi du mois les informations que vous avez pu mettre dans ce résumé hebdomadaire. Alors, chaque semaine du mois de janvier au mois de mai, pour nos amis DEC, VAE, ont un numéro 1 2025, 2 2025, vous voyez, jusque si vous avez 4 semaines, vous arrivez à peu près à 22 semaines à la fin du mois de mai. Donc, vous prenez une semaine en janvier, grâce au fait que vous avez reçu encore cette semaine
actuel expert comptable de toute l'année 2025. Vous avez reçu également RF comptable de toute l'année. J'ai même reçu hier déjà RF fiduciaire que je vais vous envoyer et qu'on étudiera parce qu'il y a des articles hyper importants. Et il y avait quelqu'un qui me demandait si j'avais des articles sur la durabilité. Et je dois vous dire qu'il y a énormément d'articles sur la revue fiduciaire comptable sur la durabilité. Et ça, c'est quand même relativement intéressant sur le phénomène de la durabilité qui peut arriver en question UV2 pour nos amis. Il y a aussi la revue française de comptabilité qui devrait sortir et Cédric va vous la renvoyer dès qu'il aura la possibilité d'aller sur le site et de pouvoir dégager par PDF cette possibilité. Et ensuite, il y a donc à prendre une semaine en janvier, en février, en mars et avril-mai. Donc vous avez 5 catégories de semaines à joindre dans votre livret 2 en annexe qui peut être l'orientation accomplie également avec un lien hypertexte pour votre référentiel UV3. Parce que dans votre référentiel UV3, vous devez être capable de pouvoir présenter des formations que vous avez organisées, mais surtout des informations que vous diffusez. Donc, à travers les différents dossiers, je suis arrivé au dossier 9, qui est le dossier divers, dans lequel, je répète, vous pouvez, selon le sommaire que vous allez remplir et l'information que vous avez décidé, soit mettre des vidéos dans lesquelles vous appartenez, soit mettre éventuellement des webinaires qui vous paraissent intéressants, que le jury pourra aller voir s'il le souhaite, mais vous n'allez pas, vous allez donner simplement le lien du webinaire, mais vous n'allez pas mettre tout le webinaire parce que votre livret 2 va prendre du poids, même si le poids n'est pas limité. Si le livret 1, le poids est limité parce que vous l'envoyez par la voie Internet, là, vous l'envoyez par la clé USB. On n'a pas donné de limite à la clé USB, mais ça n'empêche pas, mettez-vous à la place de l'examinateur. Il suffit d'avoir le lien. S'il est curieux, il ira voir le lien. Il dira vraiment, le gars, il a mis un webinaire qui me plaît. Il va me servir. Parce que n'oubliez pas que, indirectement, vous devez être pourvoyeur d'informations pour votre examinateur. Si vous lui donnez des webinaires qui peuvent, dans votre esprit, être récupérés par cet examinateur, qui est expert comptable ou commissaire, vous marquez des points. Donc c'est à vous, grâce à tout ce que je vous ai encore envoyé. Je vous ai envoyé je ne sais pas combien de webinaires. Si vous ne prenez pas le temps de regarder les titres et de les assembler par rapport à des thèmes qui vous paraissent fondamentaux dans votre livret 2, que vous avez développé dans vos expériences professionnelles, si actuellement vous êtes le responsable de la numérisation de votre cabinet, il est évident que grâce à des webinaires qui traitent de la numérisation, vous allez pouvoir développer un certain nombre de choses. Alors, pour confirmer un peu mon baratin, si vous me permettez le mot baratin, non, ce n'est pas ce qui convient, pour confirmer mon exposé vainqueur, j'aimerais revenir sur la manière de présenter les 3 UV. Madame, Monsieur, je voudrais aborder la présentation des 3 référentiels que j'ai le plaisir de tenter de valider aujourd'hui. En ce qui concerne l'UV1, je considère que tout expert comptable ou tout candidat à l'expertise comptable doit maîtriser parfaitement tout ce qui est déontologie et réglementation professionnelle et suivre particulièrement les décisions des disciplines à la fois du commissaire aux comptes et à la fois de l'expert comptable. Pour vous montrer l'intérêt de cette UV1, j'ai mis sur le bureau de tous mes collaborateurs et aussi de mes dirigeants qui l'ont demandé, un dossier que j'ai baptisé tout simplement déontologie et réglementation professionnelle que j'ai la responsabilité de mettre à jour régulièrement, dans lequel j'ai fait 2 divisions, expertise comptable et commissaire aux comptes, et dans lesquelles
partie expertise comptable. J'ai mis tout d'abord la déontologie de l'expert. J'ai mis le référentiel normatif, le dernier en date, c'est février ou fin janvier 2024. J'ai mis également les NP principales de l'expert comptable. J'ai mis également, forcément, l'ANC qui est forcément l'organe qui est le plus en rapport avec le CNOC. J'ai mis le site également de H2A et je suis abonné au newsletter de ces deux institutions. Pourquoi H2A, qui a priori était réservé principalement jusque maintenant aux commissaires? Parce que H2A a aussi un rôle sur la durabilité et CSRD qui va aussi l'orienter vers des cabinets comptables. J'ai mis le site du CNOC, j'ai mis le site également du ministère de l'économie, note de Bercy, car le ministère de l'économie est le tuteur juridique de nos instances expertise comptable. Du côté des commissaires aux comptes, j'ai mis forcément les NEP, mais il n'y a pas de référentiel normatif, c'est des notes d'information. J'ai mis également la déontologie du commissaire aux comptes. N'oubliez pas que les notes d'information sont numérotées chronologiquement, je dirais bien séparées, et pour les candidats qui passent l'épreuve traditionnelle UV2, je leur conseille d'embarquer avec eux et de leur faire un sommaire aux notes d'information de l'année 2024 et l'année 2025. Je voudrais revenir également sur la partie commissaire aux comptes, dire que je mets également les sites ANC, car l'ANC donne des décisions comptables que le commissaire aux comptes doit faire respecter. Et exactement, par exemple, un exemple type, c'est le monde associatif. L'ANC a fait beaucoup de travaux et forcément, le commissaire aux comptes d'une association doit être informé des directives. Donc, le candidat ou mes auditeurs ou mes collaborateurs doivent être forcément au courant par la newsletter qu'envoie l'ANC, qu'envoie H2A, et vous avez ANC et H2A. Vous avez le site de la CNCC, le site également qui est différent de la CNCC Service Formation, et vous avez le site du ministère de la Justice, Garde des Sceaux, pour lesquels vous avez votre ministre de tutelle. Ça, c'était pour dire, madame, monsieur, que grâce à cela, je mets à jour et je suis bien informé de toutes les nouvelles décisions, surtout grâce à toutes les lettres d'information qu'on reçoit régulièrement de l'ANC et bien sûr de H2A. J'aimerais insister également sur le fait que je participe avec mes dirigeants aux assemblées générales des experts comptables et aux assemblées générales régionales des commissaires aux comptes. J'assiste depuis plusieurs années, en particulier depuis 2020 où j'ai cette responsabilité du cabinet, au congrès des experts comptables, soit en présentiel, ça a été le cas en 2024 et en 2023, mais à distance en 2020 jusqu'en 2022. J'assiste régulièrement également aux journées nationales des commissaires aux comptes qui ont lieu chaque année au mois de décembre. Je suis allé l'an dernier à Grenoble où j'ai assisté, grâce aussi à la CNCC qui nous diffuse le compte-rendu des conférences qui ont lieu pendant ce séminaire de 2-3 jours. C'est très intéressant d'assister à toutes ces manifestations et qui me renforcent dans cette UV1. Pour l'UV2, je vais être clair, je ne suis pas capable de dire que je connais tout. Non, mais je pense honnêtement, grâce à l'ensemble des travaux que je vous ai présentés dans mon expérience professionnelle et dans le référentiel avec des liens hypertextes, je pense honnêtement remplir plus de la moitié des exigences
de cette UV2 qui est relativement, je dirais, volumineuse, mais qui est relativement liée à la valeur ajoutée de nos deux métiers d'expert et de commissaire aux comptes. Je suis aussi des cours de formation depuis le mois de janvier, à la fois pour l'UV1 et à la fois pour l'UV2 de DFT Formation, qui nous a offert pour les DEC VAE la possibilité de suivre tous les cours qu'ils réalisent pour les DEC traditionnels le samedi matin du mois de fin janvier au 10 mai pour l'époque relative à la première session, et j'ai repris également les cours au mois d'octobre et au mois de septembre, pardon, septembre-octobre, jusqu'au dernier samedi précédent ma venue devant vous, des cours réservés à la session de novembre du DEC traditionnel. Donc grâce à tout cela, j'ai fait toutes les annales du DEC de 2010 à 2024 et même 25, puisque au moment où je vous parle, au mois d'octobre 2025, nous avons réalisé avec notre formateur le corrigé du DEC mai 2025 qui a eu lieu le 13 mai, aussi bien pour l'épreuve UV1 que pour l'épreuve UV2. Et ça nous a réconfortés parce que les notes que nous avions eues en DEC examen blanc, parce que l'examinateur, notre formateur avait organisé 4 examens blancs les 4 semaines précédentes le 13 mai, et j'avais eu des notes tout à fait satisfaisantes. J'ai regardé l'épreuve de mai 2025 sans prétention de ma part. Je ne dis pas que j'aurais eu 20, moi s'en fous, mais j'aurais eu certainement, par rapport à mes acquis d'aujourd'hui, largement la moyenne par rapport au barème que j'ai pu voir dans la répartition des points. Je voudrais maintenant, avec votre permission, aborder l'UV3 qui est, je répète, le mémoire pour lequel nous n'avons pas de mémoire à présenter. Donc moi, j'ai veillé à ce respect, mais j'ai pensé qu'il était nécessaire de vous montrer l'importance et la valeur de mes dossiers. Donc je vous ai remis quelques dossiers d'intervention dans lesquels vous voyez que ma valeur ajoutée est quand même non négligeable et se rapproche de plus en plus du rôle de l'expert et du commissaire. Je vous ai joint également, et ça c'est important pour moi, l'ensemble des formations récentes que j'ai suivies, soit à distance, soit en présentiel, avec les attestations que j'ai jointes pour cette UV3. J'ai aussi présenté toutes les informations que je diffuse à mes collaborateurs. J'ai pris le soin, voyez-vous, de diffuser chaque semaine les notes d'information. Je ne vous ai pas remis les 23 lettres d'information que j'ai pu réaliser du 1er janvier 2025 au 31 mai. Non, j'en ai pris une de chaque mois. Mais voyez-vous, cette forme d'information qui tourne entre 6 à 10 pages par semaine, elle est envoyée par la voie, bien sûr, des courriels, tous les lundis soirs aux collaborateurs. Je ne pense pas qu'ils vont passer la soirée du lundi soir pour lire, mais chaque mardi à 11h30, ça fait plusieurs années, depuis 2020, que je fais ça. Chaque mardi de 11h30 à midi, je fais le tour d'horizon de mes lettres d'information. J'utilise bien sûr la vidéoprojection et j'ai fait un diaporama que je n'ai pas envoyé mais que j'ai présenté pour revenir sur mes informations. Et dans le diaporama, je fais le point sur les dossiers en cours ou sur les législations en cours. Cette demi-heure passe tous les semaines de manière remarquable. Et je mets une cerise sur le gâteau, ça me paraît moi évident aujourd'hui de développer le bien-être. Tous les 5e mardis du mois, nous organisons un repas froid pour prolonger notre conversation qui se termine, je dirais, vers 13h. On redémarre normalement à 13h30, mais notre cabinet, voyez-vous, il a suivi les conseils d'un des formateurs qui écrit beaucoup sur LinkedIn. Notre cabinet a fait l'acquisition de petits appareils qu'on appelle des Psio et qui sont des appareils qui permettent par la luminothérapie d'apporter une certaine détente et surtout de faire une sieste rapide grâce aux 5 Psio
que notre cabinet dispose, eh bien, nous avons 10 minutes pour faire une tourbe-sieste. Vous imaginez que tout le monde n'est pas forcément amené à faire ça, mais il y a au moins 20, je dirais, rotations qui ont lieu entre 13h et 13h30 et qui permettent, à travers, je dirais, le ressenti de mes collaborateurs, qui permettent de retrouver un punch extraordinaire au cours de l'après-midi. Et on l'a vu, la productivité du travail a été nettement améliorée. Alors voyez-vous, pour être simple, pour 5 appareils, c'est déductible bien sûr sur le plan fiscal comme investissement, mais ça ne dépasse pas 5 000 euros. Et c'est vite récupéré par rapport, je dirais, à l'ensemble des gains. Et surtout, et c'est ça, le ressenti, parce que ces appareils sont dans une pièce qui sert quelquefois aussi de cantine, ils sont bien enfermés dans une armoire, mais ils sont à la disposition de tous les collaborateurs. Et quand ils ont un coup de barre, ça ne me dérange pas qu'ils aillent prendre l'appareil pour se ressourcer et retrouver une vitalité, parce que quand on est très fatigué, on n'est plus productif. Eh bien, grâce à cela, c'est génial. Et j'aimerais que vous compreniez l'intérêt de cet investissement. Alors, je ne vais pas faire de publicité. Si vous êtes intéressé par ces appareils, par une démonstration, même par voie, je dirais, à distance, mon épouse, qui est une des ambassadrices, elle est capable de vous expliquer, elle n'est pas vendeuse, elle doit vanter, elle doit présenter le produit. Donc, elle est très forte là-dessus, vous le verrez, si vous souhaitez avoir un échange Internet avec mon épouse. Mais c'est à travers moi que vous envoyez un courriel. Alors ensuite, madame, monsieur, alors j'ai fait des parenthèses, pour mon UV3, j'ai réalisé quelques éléments qui me permettent de dire que j'ai tenté de passer un nombre d'heures qui peut être, à mes yeux, comparable à celui d'un mémoire. Déjà, à travers mes lettres d'information toutes les semaines, je pense environ 2 à 3 heures par semaine. Vous multipliez ça par X semaines, vous voyez combien que ça fait d'heures au moment où je vous ai présenté mes notes hebdomadaires. Mais j'ai réalisé des études documentaires techniques qui correspondent à des besoins d'actualité, mais des besoins exprimés soit par ma direction, soit par mes collaborateurs et soit par mes clients, avec le souci que cette étude sert aux trois en même temps. Pourquoi j'ai présenté donc 2 études? Une sur la mise en place de la facturation numérique. Vous avez vu que ça fait une 50aine de pages, plus les annexes, ça fait 70 pages. Et une autre que j'ai présentée pour répondre justement à un besoin qui est exprimé aujourd'hui par les politiques, mais par les syndicats également, c'est le problème de la retraite. Nous devons être conscients que normalement, c'est les cotisations d'aujourd'hui qui doivent servir pour donner les retraites à ceux d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Le nombre de cotisants est relativement stable depuis des années. Il tourne autour de 25 millions, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Mais le nombre de retraités par l'allongement de la vie, et tant mieux, merci aux médecins et aux chercheurs, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, actuellement, le gâteau des cotisations n'est plus suffisant pour servir les retraites. Et l'État doit, par les impôts que nous payons, combler le manque de ressources. Cette année, c'est 15 milliards que l'État va remettre pour servir les retraites. Et en 2030, ça sera 30 milliards. Quand on voit la situation financière de l'État français, vous croyez qu'il peut continuer à faire ce genre de situation? Je ne crois pas. Donc il faut voir la réforme qui a été votée mais qui est contestée. Je vous rappelle que tous les pays européens ont des départs à la retraite
autour de 65 ans et plus, et les Japonais, c'est 70 ans. Les Américains, c'est 65 ans, mais contrairement à nous, les Américains, c'est la plupart des Américains n'ont pas de retraite obligatoire. C'est des retraites par capitalisation. Alors certains se protègent bien, mais certains qui ont eu de hauts salaires et qui n'ont pas pensé à la retraite, ils se retrouvent quelquefois dans la rue après avoir eu des revenus de 10 000 euros par mois. Pour ça, parce qu'ils n'ont rien préparé. Alors que chez nous, dans les pays européens, nous avons cette chance d'avoir un organe législatif qui nous oblige à cotiser à la retraite. Mais, je répète, il faut donc que nous fassions en tant qu'experts comptables des conseils pour permettre à nos dirigeants, clients et à nos salariés de ces dirigeants de faire ce qu'on appelle des périphériques retraites. C'est pourquoi le gouvernement, quel que soit le gouvernement depuis plusieurs années, encourage à l'épargne salariale. Moi, j'ai voulu apporter ma contribution par l'étude documentaire de la mise en place de l'épargne salariale dans plusieurs de mes dossiers, et je vous ai fait une documentation technique que j'ai remis d'ailleurs à ces clients qui ont quelques collaborateurs, et tout se passe très bien. Tous les calculs que j'ai effectués pour distribuer cette épargne salariale ont été basés, voyez-vous, sur l'évolution de l'EBE. Car l'EBE est pour moi la richesse nette créée par l'entreprise, alors que la valeur ajoutée est la richesse brute créée par l'entreprise. Avec des mots simples, nous pouvons convaincre les clients. Et moi, derrière cette mise en place de l'épargne salariale, je me suis retrouvé devant des collaborateurs sur une estrade, sur une échelle, dans des garages, dans des boulangeries, à l'intérieur des fourneaux où le pain se faisait, pour expliquer, avec un banquier quelquefois, ou un conseiller patrimonial, l'intérêt de l'épargne salariale, avec à la fin, vous allez me dire, c'est pour ma petite gouverne personnelle, des nombreux applaudissements des salariés qui m'ont écouté. Eh bien, pour moi, ce sont des expériences extraordinaires qui me permettent de dire qu'un expert comptable aujourd'hui est un véritable conseiller, mais aussi, bien souvent, un véritable médecin de l'entreprise. Madame, monsieur, je tenais à vous remercier de votre attention et je reste à votre disposition pour poursuivre les échanges. Voilà, les amis, comment j'aimerais que vous puissiez être. Est-ce que maintenant j'ouvre les possibilités de me poser les questions ou les remarques ou critiques qui vous paraissent nécessaires. Une critique n'est pas forcément négative. Une critique peut être très positive. Je laisse la possibilité à mes amis qui sont là avec moi, une bonne dizaine aujourd'hui sur 33, c'est pas un chiffre extraordinaire. On a l'impression qu'on est en train de voter en France, on arrive au même pourcentage, hein, surtout pour des élections européennes, hein, on n'a pas beaucoup de pourcentage. Bon, c'est pas grave, c'est les meilleurs qui sont là. Je suis désolé de savoir que des gens qui n'ont pas réussi en 2024 ont été totalement démobilisés. Ils ont trouvé que les jurys, ce n'était pas la peine de continuer. Ils font une grave erreur. Ils font une grave erreur. Parce que, tel que je viens d'exprimer, tel ce qui va se passer en 2025, il va y avoir du changement. Et j'ai des appuis. Vous savez, je vais voir des appuis que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Alors, je vous écoute, levez la main pour ceux. Vous pouvez aussi me dire que ça a été mal ou ça a été bien. Ça me fait plaisir aussi hein, de savoir ce que vous pensez de ce que je viens de faire. Je vous écoute. Ah là 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 là. Bon, s'il n'y a pas de levée de main, je vais vous interroger. Alors, mon ami Aimé, je reprends mon ami Aimé parce que je sais qu'avec lui, il y a toujours quelque chose à dire. Et toujours de bien, parce que lui, vraiment, c'est un candidat qui n'aurait pas dû être avec moi aujourd'hui, qui aurait dû être dans les candidats qui préparaient un mémoire. Alors, on t'écoute, Aimé, par rapport à ce que tu as pu entendre.
Bonjour Francis, bonjour à Bonjour tous. Aimé. C'était bien. J'ai trouvé la présentation très bien. Elle était un peu longue et il va falloir qu'on prenne le temps de la réécouter Bien sûr. et certainement retenir ce qui est essentiel pour nous préparer éventuellement pour notre présentation. Ouais, bien. Mais également, il va falloir aussi regarder de près. Je n'ai pas pu suivre, on va dire, les formations en janvier et février. Je ne sais pas si ces séances-là diffèrent de celles qu'on a eues l'année dernière. Non, mais il y a beaucoup de similitudes, mais il y a toujours des nouveautés. Et Cédric, il va te faire ce plaisir de nous présenter toutes les séances qui ont été créées pour les VAE depuis le début du mois, la fin du mois de janvier. Je vais demander également maintenant à un monsieur qui dit j'arrive jamais à vous avoir, je comprends pas, etc. C'est mon ami Ouri. Alors, mon ami Ouri, toi qui étais là une grande partie de la matinée, une grande partie parce que tu n'étais pas là au début, alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de faire? Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, oui, c'est fermé là. Voilà. Allô? Oui, j'écoute. Allô? Écoute. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très heureux de suivre le cours magistral que vous venez de faire. J'ai bien noté les points. Effectivement, j'ai essayé à maintes reprises par mail, par appel, par message sur Skype, mais sans réponse. Probablement, vous étiez pris, vous n'avez pas vu. C'était pour... mais j'ai calé un rendez-vous également hier. J'ai calé un rendez-vous pour ce lundi ou mardi. C'est bien, mon garçon. Voilà, donc on aura l'occasion d'entrer dans le fond. C'était surtout sur le livre livret 2. Je suis à votre disposition, comme le rappelle Ouri. Je suis à votre disposition pour remplir tout votre livret 2 convenablement et de faire le tour de ce livret 2 en respectant mes conseils et vérifier le lien hypertexte s'il fonctionne pour être le plus convaincant possible devant le jury en 2025. Plus vous rendez les choses faciles au jury, plus vous êtes sûr de valider. Au moins une ou deux UV, si ce n'est pas trois. Je vais demander à notre représentante de DSG, notre charmante Madame Doug Pellissier, qui va s'exprimer. Merci Ouri de ce que tu as dit, mais n'oublie pas que tu as les rendez-vous à disposition. Ma chère amie du DSCG, je t'écoute. Bonjour à tout le monde. Merci à Francis d'avoir voulu me donner la parole. Alors, je remercie Francis pour la qualité des informations que tu as gentiment voulu nous transmettre jusqu'à maintenant. Enfin, je dis nous parce que je suis consciente que je ne suis pas la seule personne à recevoir tous tes mails, toutes les informations. Je suis désolée de ne pas pouvoir te répondre à chaque fois pour te remercier. Parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui le font, donc je me dis, bon, si je pollue ta boîte mail, ce n'est pas l'objectif, mais voilà, je tiens à le dire aujourd'hui et ce, devant tout le monde. Concernant la préparation des livrets 1 et 2, je ne sais pas pour les autres. Personnellement, je me sens pas très confiante pour, par exemple, l'UV de finance, pour laquelle je me sens mais absolument à côté de la plaque. Donc, voilà, hormis cela, pour le reste, ça devrait aller, je pense, mais voilà, pour certaines informations de l'UV de finance, je ne me sens pas du tout à l'aise, mais bon. Écoute un peu, ma chère amie, écoutez mes amis. Mon rôle, c'est que je viens encore de vous préparer pour ce matin, je prends l'exemple de ce que tu viens de dire, je viens de vous renvoyer, dans quelques minutes, vous l'aurez, un dossier sur les finances. Mais moi, Francis, qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Il va embellir votre commentaire pour chaque UV, à ma sauce. Je vais donner des arguments que le jury dans lequel je serai en Hauts-de-France ne pourra pas contester. Donc, fais-moi confiance quand tu me dis la finance, pour moi, c'est du nébuleux. Non, tu ne seras pas du nébuleux avec ce que je vais te dire, ce que je vais te faire comprendre et le remplissage de la dossier UV2, parce que indirectement, sans t'en rendre compte, quand tu fais un tableau de bord, tu fais de la finance. Donc, il est évident que nous allons retravailler
Alors toi, comme tu me dis, j'ai des faiblesses en finance, tu vas bosser les résumés que j'ai mis à l'intérieur du dossier finance et tu auras énormément de précision qui te permettra avec moi, tu vois, je passerai le temps qu'il faut, pour pouvoir te remplir les commentaires de chaque UV d'une manière professionnelle qui vont convaincre un jury dans lequel je serai présent, mais pas forcément devant toi. Voilà. Donc, il y a quelque chose que Cédric peut nous envoyer également, puisqu'il a des résumés de ce que chaque UV. Puis alors, si tu veux, Dung, si tu as pris la pochette Corroy, qui correspond à cette UV2 du DSCG, tu as des dossiers, ma grande, extraordinaires, qui peuvent te permettre de faire, à travers la pochette Corroy, un parcours rapide des principaux points de cette UV2, avec des corrigés formidables. Tu as à la fois Francis, Cédric qui a des dossiers particuliers, Francis qui a des bibliothèques numériques, et Corroy, je répète pour mes amis qui préparent le DSCG VAE, le moyen documentaire de gagner cette épreuve du DEC, DSCG VAE, avec Corroy et Francis, vous avez 99,5% de chances de valider le dossier complet de DSCG VAE. Je répète, avec Corroy et Francis, les pochettes Corroy DSCG 1, 2, 3, 4, 5, avec les énoncés et les corrigés, vous avez la possibilité, si mon CPF est obtenu, de faire rembourser vos achats par le CPF ou par Transition Pro ou par France Travail ou par Opco Atlas. Tout ça rentre dans le détail des formations assurées par vos Opco, et chez nous, experts comptables, l'Opco, c'est Atlas. Mais vous avez des candidats chez moi qui ont eu, écoutez-moi bien, pour l'instant, je n'ai pas été payé, mais ils ont 6 840 par France Travail pour un DEC. Je répète, 6 840 pour un DEC. C'était en 2022, en 2024. Je ne pense pas, avec les finances de l'État en 2025, qu'ils auront toujours 6 840. J'ai entendu dire que c'était vraiment exceptionnel d'avoir eu ces sommes. Mais c'est grâce à un plan que j'ai réalisé avec un consultant spécialisé France Travail, grâce au conseil de Séverine, qui n'est pas là aujourd'hui, alors que Séverine devrait être avec nous et devrait représenter comme Dilek, comme d'autres, comme Émir, comme beaucoup de personnes qui sont restées dans ma tête avec beaucoup de souvenirs intéressants et qui ne sont pas là ce matin. Hein, je reprends tous les amis qui ont été Floriana, Dilek, Séverine, Émir, qui ont été balayés alors qu'ils méritaient, surtout certains d'entre vous, tout ce que je viens d'évoquer, méritaient au moins une UV, comme l'a eu tout à l'heure, j'avais eu Agathe, qui malheureusement, je tiens à vous dire, son état de santé, pour ceux qui la connaissent, ne s'améliore pas, mais elle prépare avec toute la force qui lui reste, elle prépare son mémoire, mais figurez-vous qu'elle a envoyé, écoutez-moi bien aussi, pour vous montrer la négligence des jurys, elle a envoyé sa notice vers le 25 mars. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai, elle n'a toujours rien reçu. C'est inimaginable, le jury a un mois, ça fait plus d'un mois que le gars ou la dame a la notice à étudier et rien n'est arrivé. Vous croyez que c'est normal? Alors vous croyez que quelquefois je râle pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place dans les jurys? Quand un monsieur d'un certain âge dit à un membre candidat qui était dans mon groupe, « Monsieur, vous savez, vu mon âge, écoutez bien la phrase,
beaucoup plus jeune que moi, ce monsieur, hein, parce que moi, j'ai un certain âge. Hein, je vais bientôt fêter, vous le savez, mes 4 fois 20 ans, l'année prochaine. Donc, c'est pour vous dire que je suis plus jeune. Mais je pense avoir un état d'esprit un peu plus jeune que ces gens-là que je vais rapporter. Cette personne dit à un candidat, monsieur, vous savez, vu mon âge, je n'ai pas eu le temps de lire votre mémoire, mais le thème, je pense qu'il doit être bien. Hein. Ils lui ont posé des questions comme ça d'ordre général, et au bout de 20 minutes, ils l'ont remercié, ils lui ont mis 14. Ils n'ont même pas vérifié si c'était bien, ayant eu 14, ce mémoire, comme tout mémoire qui a 14, va en bibliothèque. Bon, je suis rassuré, parce que c'était un de mes candidats, il n'y avait pas de faute d'orthographe, mais vous imaginez, pour d'autres candidats, si ces messieurs qui ont été invités à faire partie d'un jury parce qu'ils ont des petites retraites, et là on fait comme si on faisait l'aumône, on va nommer des gens qui ont des petites retraites pour faire partie d'un jury. Mais vous imaginez à quel niveau on en est, et vous comprenez pourquoi je râle. Et les gens, ils se rendent compte que je râle pour ça. Mais ça, c'est inimaginable de voir des gens comme ça. Et quand on a des gens qui refusent de lire le mémoire, comme ce monsieur que je viens de vous dire, mais on sent qu'il y a des gens qui n'ont pas lu le mémoire, ils se sont contentés, dans certains cas, de lire la note de synthèse. C'est pour ça que moi, je suis contre la note de synthèse. La note de synthèse, c'est le seul mémoire en France qui exige cette note de synthèse, pour faire plaisir à des examinateurs feignants qui n'ont pas le temps de lire le mémoire. La même chose a été rencontrée par mes amis qui sont présents, certains devant moi aujourd'hui, qui ont eu des livrets d'eux qui n'ont pas été lus. Parce qu'on a posé des questions à des candidats VAE en disant « Mais monsieur, vous n'avez pas mis votre documentation technique. » « Comment, monsieur ? Ben, elle est là, ma documentation technique. Regardez, elle est là. Elle est attachée à moi. Ah bon, je ne l'avais pas vue. » Quand on a ce genre de réponse, ça veut dire que le jury n'a pas lu le livret 2, alors qu'il avait plusieurs semaines pour le faire. Bien sûr, si vous avez fait des livrets 2 à 1000 pages, je comprends que le jury n'ait pas lu tout, ça c'est normal. Mais quand vous faites un livret 2 tel que je viens de le concevoir avec vous, on ne peut pas admettre qu'un jury ne parcourt pas avec attention votre livret 2. C'est une faute, et vous devez prendre à la fin d'un exposé ou à la fin d'une soutenance, si vous avez vraiment l'impression, ayez le courage avec vous, que votre présence, votre présentation n'a pas respecté les règles rappelées par le jury, c'est-à-dire au moins 10 minutes d'exposé et au moins 30 minutes pour la VAE et 10 minutes d'exposé et au moins 45 minutes pour la soutenance. C'est des limites. Hein. Mais si, au cours d'un exposé, vous avez vraiment l'impression que le jury n'a pas lu votre mémoire ou n'a pas lu du tout votre livret 2 ou l'a parcouru sans le découvrir vraiment. Ayez le courage de demander à l'appariteur qui vous a accompagné de le revoir, cet appariteur, et de lui demander d'avoir la possibilité de rencontrer une permanente, soit Madame Marvilliers ou une autre, une permanente du siècle. L'appariteur va aller chercher, vous allez aller dans un petit bureau séparé, il y en a plein au siècle, et vous allez expliquer ce pourquoi vous sollicitez cette personne. Cette personne va prendre contact avec un membre du jury national qui est force. Il y a 2 membres du jury national au minimum en permanence chaque jour d'interrogation orale. Chaque jour, il y a 2 membres du jury national, ils sont. Mais soyez rassurés, le monsieur Châtefaux et Madame Quatre et Madame Mérès, qui sont des avides de vacation, sont présents tous les jours. Donc,
vous êtes sûr d'avoir un des trios président, un des trios du trio présidentiel, vous êtes sûr d'en avoir un. La paritrice va aller solliciter l'un des trois, et ce trois va venir vers vous et vous allez lui rapporter ce qui s'est passé. Il est vrai que, compte tenu que les jurys est encore présents, le président du jury ou l'un des deux autres membres va aller voir le jury que vous incriminez parce que vous avez des arguments comme quoi il ne l'a pas lu. Par exemple, vous dites, bien, je lui ai parlé de mon dossier documentaire, il me dit, mais vous l'avez mis où? Alors quand on me dit que je l'ai mis où, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas lu. Alors c'est pas normal, ça fait partie des choses les plus importantes. Et quand vous voyez que le gars vous reproche dans un mémoire de n'avoir pas découvert ça, et que vous dites, ben si, à la page 38, monsieur, vous l'avez, lui, il n'a même pas vu qu'il y avait une page 38 avec un argument. Tout ça, ce sont des arguments que vous devez recenser dans votre tête et le présenter. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce conseil, mais c'est avoir du courage et avoir aussi à chasser l'idée qui est celle-ci. Mais monsieur Tison, si je fais ça, écoutez bien, je vais être sur la liste rouge. Eh bien, soyez clair, vous n'êtes pas sur la liste rouge. Vous êtes courageux. Parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes sûr d'avoir échoué. Alors à quoi ça sert de dire « je ne veux pas être sur la liste rouge ». Vous n'avez pas à craindre. Vous n'avez pas à craindre la liste rouge. C'est à vous défendre avec des arguments. Écoutez-moi, prenez ce courage. Ne laissez pas passer l'occasion d'informer des gens qui sont là pour faire respecter la rigueur, la loi et l'équité entre les candidats. Si un jury, vous avez vraiment l'impression qu'il n'a pas lu, d'ailleurs il vous l'a dit, si vous l'a dit, vous avez un argument formidable. Il dit, parce qu'il y a des mecs qui ne vont pas se gêner de dire, écoutez monsieur, j'ai pas eu le temps de lire votre mémoire, mais le titre ne me plaît pas beaucoup. Ben, rien que ça, c'est un moyen de casser d'abord ce monsieur ou cette dame, et puis de traduire votre insatisfaction directement après le passage. Parce qu'avec ce monsieur, il va vous titiller sur le titre, et puis rien d'autre. Comme il n'a pas lu le mémoire, il n'est pas forcément, je dirais, viable pour juger votre travail. Et c'est lui qui va vous foutre un 8 ou un 7, et qui va vous dire le sujet n'est pas adapté à la situation d'aujourd'hui, alors qu'il n'a pas lu le mémoire. Par contre, vous allez dire, mais monsieur Tison, je ne suis pas d'accord avec vous, il y a un homme à côté ou une femme à côté qui a forcément validé. C'est 9 cas sur 10, celui qui a validé votre notice, il est présent. Mais il y a également quelque chose qui est important, c'est qu'il y a toujours dans un jury 2 personnes, et moi j'étais souvent, vous vous rendez compte, le dominant, il y a toujours des gens qui s'écrasent. Eh bien, quand vous avez un beau parleur comme ce monsieur auquel je pense, la personne qui avait agréé, qui a dit à un candidat, et ça a été révélé déjà dans mes mémoires, monsieur, je n'ai pas lu votre mémoire, mais votre mémoire, votre titre ne me plaît pas. Alors que c'est un monsieur qui avait un chiffre d'affaires de 47 000 € en tant qu'expert comptable, ça veut dire qu'il était micro. C'était un mémoire sur le micro. Ce monsieur a dit à un candidat, etc. La dame qui avait agréé, elle était complètement inerte. Elle n'a rien réagi. Elle avait validé la notice, tout. Elle n'a jamais rien dit. Elle n'a même pas posé de questions. Vous imaginez, c'est le gars qui, pendant une demi-heure, l'a traîné pour lui mettre un 8. Ce candidat, sans motif, sans changer un mot, je dis bien sans changer un mot de son mémoire, sur mes conseils, il a représenté à la session suivante un mémoire avec un autre jury, forcément il a demandé un autre jury, il a eu 14. Alors comment voulez-vous laisser passer des gens malhonnêtes sans informer le jury qui doit faire respecter l'équité? Ces 3 personnes que j'ai citées tout à l'heure, qui sont toujours présentes à chaque journée orale, que ce soit en VAE ou en mémoire, vous devez, en cas vraiment de malveillance de certains jurys, aller solliciter. N'ayez pas peur. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour dissuader les collègues de faire ce que je viens de faire?
personne ne prend la parole, ça veut dire que personne ne veut me dissuader, c'est bien, mais je vais terminer par le ressenti d'un candidat qui depuis plusieurs semaines me taquine, c'est mon ami Bodji, notre Sénégalais. Je voudrais avoir son avis par rapport à ce qu'il a vécu. Il n'est pas venu tout de suite. Hein. Il a le temps de se réveiller et de venir nous rejoindre un peu plus tardivement. Mais il a suivi une grande partie de nos propos. Alors, Modji, je t'écoute. Modji, une fois. Modji, deux fois. Modji, trois fois. Alors, quand tu me dis « je ne suis pas toujours à ton écoute », je te retourne le compliment. Tu n'es pas non plus toujours à mon écoute. J'aimerais avoir celle que je considère comme l'une de nos leaders, parce qu'elle a une évolution professionnelle extraordinaire. Elle a, je dirais, montré son grand savoir-faire. C'est Fanny. Fanny, j'aimerais terminer avec toi, ma chère Fanny, pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et de complaisance. Quel est ton point de vue de ce que tu viens de vivre? Est-ce que tu me reproches, me reproches des choses? Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Alors j'aimerais confirmer deux points. Le premier, c'est de faire plaisir au jury, puisque grâce à Francis, je suis maintenant membre du jury du DCG et j'ai corrigé quelques mémoires il y a quelques semaines. Et je confirme que si dès la première page, c'est mal présenté, il y a des fautes, on voit que c'est du remplissage, très sincèrement, on n'a pas envie d'aller au bout et vous pouvez être assuré d'une mauvaise note. Donc, oui, pardon Fanny, sur mes conseils, Fanny est membre du jury du DCG aux relations professionnelles. Elle a vécu, ou elle va vivre, elle est aussi dans le DSCG, parce qu'elle a quand même un certain nombre de diplômes. Elle a passé les 3 épreuves du DEC avec 2 succès, UV1, UV2. Mais voici quelques années, elle a eu des problèmes de santé. Elle n'a pas pu terminer par la voie traditionnelle son DEC alors qu'elle avait tous les moyens académiques et tous les moyens personnels pour être diplômée depuis de nombreuses années. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mais continue, Fanny. Donc voilà, ça, ce point est vraiment primordial, je pense, faire plaisir au jury. Le deuxième, c'est ChatGPT. ChatGPT qui est mon grand ami dans cette préparation. ChatGPT gratuit, hein, juste vous créez un compte, comme ça il se rappelle de vos précédentes recherches. Et c'est incroyable parce qu'au fur et à mesure des mois, il comprend bien que je prépare un examen, que je prépare la VAE et il est de plus en plus pointu dans ce qu'il me propose. C'est vraiment un outil qui vous fait gagner mais des jours et des jours de travail. Il ne faut pas hésiter. Et tu as parlé de ChatGPT, mais tu n'as pas parlé de Francis. Qu'est-ce que tu penses de ce cas? Bon, écoute, Francis, sans toi, je ne serais pas jury DCG. Il n'y aurait pas eu les 2 études techniques dont je suis plutôt satisfaite. 2 études formidables, ma chère. Puis, Fanny, elle a des vidéos dans lesquelles elle intervient comme animatrice. Elle a vraiment un dossier livret 2 qui fait d'ailleurs qui a été l'objet de certaines envies, mais qui ont été corrigées par des amis qui n'ont pas voulu faire du copier-coller. Loin s'en faut, parce que ce sont des gens aussi bien que je respecte. Et je dirais, les échanges qui ont été mal compris entre 2 personnes à qui, je dirais, Fanny avait eu, je dirais, l'honnêteté et la gentillesse d'offrir ses commentaires UV1, UV2, UV3, et Sophie avait été un peu surpris de voir que certains reprenaient carrément une partie de ses commentaires, mais ce n'était pas tout à fait le cas. La personne incriminée a totalement modifié tout ce qui s'était passé, et j'espère que Fanny acceptera, je dirais, par la suite de travailler en même temps avec cette personne pour laquelle il y a eu quelques tensions. Mais quand on dit Fanny est gentille, elle nous propose,
c'est pas parce qu'elle propose ce qu'elle a fait dans les commentaires UV1, UV2, UV3 qu'il faut absolument recopier ce que Fanny a fait. Elle a eu cette gentillesse de nous offrir. Maintenant, il faut être clair. Moi, je vais regarder chaque livret 2 de manière séparée et je validerai le dossier aussi bien DSCG que DEC et je remettrai mon attestation très personnalisée après la validation de chaque livret 2. Si vous voulez que cette attestation arrive vite, c'est à vous de prendre le rendez-vous le plus vite possible pour que je valide complètement votre livret 2 et que je vous remette dans l'heure qui suit notre entretien mon attestation avec tout ce que je pense de vous et qui sera jointe bien sûr aux attestations de votre livret 2. Voilà, merci Fanny pour tout ce que tu nous as fait pour l'instant au niveau communication. Merci pour tout ce que tu as dit à mon encontre. Heureux de savoir que tu es heureuse d'être dans le jury DCG. C'est tout à fait normal. On a besoin de gens comme toi pour juger des candidats. Ça te donne aussi une bonne expérience du côté des examinateurs de dire que tu attends, comme tu l'as dit, que le candidat te fasse plaisir. C'est-à-dire que le candidat fasse preuve d'empathie. Il faut faciliter le travail de l'examinateur. Plus vous lui facilitez les tâches par rapport à ce que je viens de faire, eh bien, plus vous allez gagner son aval, sa validation. Voilà, c'est tout ça qu'il faut travailler. Et puis avoir un sourire qui accompagne. Parce qu'avoir une terre d'enterrement quand vous faites un exposé, ça ne sert pas. Même si vous avez l'impression que le jury ne vous écoute pas, c'est des attitudes que certains se donnent, c'est un peu ridicule. Moi, je regarde bien le candidat devant moi. Je rappelle que quand le candidat arrive devant moi, je me lève, je serre la main, je me présente et je présente mon coéquipier et je demande au candidat de s'asseoir. Je sais très bien que ce que je fais n'est pas le lot de tous les jurys. Ce qui m'agace, je le répète pour ceux qui vont m'écouter ce soir, que quand on est examinateur d'un Bac+8 et qu'on ne se présente pas, c'est une erreur, c'est un manque de respect, c'est une peur de représailles vis-à-vis de certains candidats qui pourraient éventuellement connaître votre nom, etc. De toute façon, c'est pas normal pour les VAE qu'on ignore totalement les gens qui nous interrogent. Moi, si je suis dans si je suis dans le DSCG VAE, les gens vont apprendre que je suis Francis Tison, un ancien professeur et un ancien expert comptable. Voilà. Ils savent que ça sera Francis Tison. Par contre, quand on est en VAE, les gens ne se présentent pas du tout. Moi, je considère que quand on a des Bac+8, qu'on ne se présente pas, c'est une erreur de courtoisie, une erreur qui n'est pas normale pour un jury de ce niveau-là. Par contre, qu'on le fasse pour un CAP, qu'on ne se présente pas, ça, j'y vois pas d'inconvénient. Mais à ce niveau-là, on a affaire à des gens qui gagnent quelquefois, et vous le savez, beaucoup plus que vous, donc qui sont avec des valeurs ajoutées plus élevées que vous, puisque le salaire représente pour moi votre valeur ajoutée. Si vous avez des faibles retraites, c'est que pendant toute votre vie, vous avez eu des faibles revenus et vous étiez faible également. Ne l'oublions pas, le montant d'une retraite découle de la compétence et le montant des revenus actuels de certains de mes candidats VAE découle de leurs compétences et non pas de leur diplôme. Alors que vous, là, en face, en tant que jury, retraité depuis de nombreuses années, si vous avez des faibles revenus, c'est parce que vous n'étiez pas compétent quand vous étiez actif. Voilà ce que je voulais dire. Alors, arrêtez de rester anonyme quand vous êtes devant des gens VAE. C'est inadmissible en 2025. Quand on parle de développement personnel, quand on parle de bien-être, quand on parle de vérité, quand on parle etc., vous ne respectez pas la courtoisie, le respect, en vous mettant dans la position de l'anonymat. Merci de m'avoir écouté. Cette vidéo sera diffusée et je vous remercie d'avoir été présent en nombre non négligeable ce matin et je vous souhaite un excellent dimanche de mai et aussi un excellent mois de mai, mais n'oubliez pas
que je reste à votre entière disposition pour remplir toutes les exigences de ces livrets 2, aussi bien DSCG que DEC, avec une priorité pour le mois de mai, pour le livret 1 DCG et une priorité pour le livret 2 DEC. À très bientôt.